Bonjour à tous. Comme chaque année, je suis très heureux de vous retrouver pour Surfing Bitcoin. Et j'avais moi-même regardé le reportage que vous avez vu avant qu'on s'installe ici. Et je le trouve très représentatif de l'expérience d'un nouvel entrant dans Bitcoin et dans les crypto-monnaies. Donc bravo. Et on va en débattre, on va essayer de voir comment ça aurait pu mieux se passer peut-être, ou ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc merci, chers amis, d'être là. Vous représenterez, donc mes chers invités, Jonathan, Claire, Alexandre, vous représenterez l'intelligence et la vertu, la voie de la sagesse, et je serai dans le rôle, évidemment, du vice et de la cupidité, et des erreurs à ne pas faire. Donc première constatation, j'ai une première question pour vous. Il y a un petit élément de contexte, c'est qu'à titre personnel, j'ai observé effectivement que quand on s'intéresse à Bitcoin et aux crypto-monnaies pour la première fois, tous les nouveaux entrants ont vraiment cette fascination pour les altcoins, les alternatives à Bitcoin. Ils ne vont pas nécessairement vers Bitcoin, vers la voie de la sagesse, alors que tout le monde leur répète d'y aller et ils ne le font pas. Est-ce que vous avez un élément de réponse de cette fascination des nouveaux entrants pour les shitcoins ? Oui, merci beaucoup à Jonathan pour cet événement. Merci à tous d'être là, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Pour répondre à ta question, moi ce que je dirais, c'est que les nouveaux entrants, même si la plupart du temps ils diront qu'ils viennent pour une espérance de gain financier, en fait souvent ce qu'ils viennent chercher, c'est plutôt l'adrénaline. Ils sont très curieux et ils vont chercher le risque, ils vont chercher la découverte et ils vont chercher à ressentir des choses, plus qu'à gagner de l'argent finalement, même si ce qu'ils pensent c'est qu'ils veulent gagner de l'argent. Je donne un exemple tout bête. J'ai parlé crypto avec mon kinésithérapeute qui me disait alors qu'est-ce qu'il faut que j'achète et moi je lui ai dit le meilleur truc c'est t'achètes du Bitcoin régulièrement, t'y touches pas et tu regardes dans 5 ans. Et sa réponse, c'est la même réponse que la plupart des débutants, c'est ah ouais mais ça me fait chier. En fait, on s'ennuie quand on fait ça. Ce qu'on a envie, c'est d'aller chercher la nouvelle pépite, c'est d'aller faire du trading. Et donc, je pense que c'est surtout cette recherche d'adrénaline en fait, qui biaise un peu et qui parfois se retourne contre eux, qui fait que les nouveaux entrants se dirigent vers d'autres choses. Ouais, du coup, pour compléter ce qu'a dit Claire, moi pareil, je vais reprendre une anecdote et c'est toujours très sympa d'illustrer avec des faits concrets. Hier, avec mon équipe, on a flyé, donc on a donné des flyers sur la grande plage. D'ailleurs, j'espère que certains d'entre vous sont venus par ce biais. Et effectivement, on a croisé un certain nombre de personnes, et notamment quelques-uns qui nous arrêtaient en disant ah oui, j'ai investi dans telle et telle crypto, moi je veux gagner x100, x1000. Et effectivement, on a quand même ce côté adrénaline systématique qui justement arrive à dominer finalement les émotions pour justement prendre des décisions d'achat. Et on sait très bien que dans l'investissement de manière générale, suivre ses émotions, d'ailleurs il y a même un prix Nobel d'économie, je ne sais pas si vous le saviez, Daniel Kahneman, qui a théorisé sur la finance comportementale, et on sait aujourd'hui que les émotions ont des effets négatifs sur la prise de décision d'investissement. Donc c'est vrai, déjà par rapport à ça, il faudrait que les gens soient conscients que leurs émotions ont plutôt tendance à leur faire prendre des décisions négatives. Et je pense que c'est une des clés déjà d'éviter de faire appel à ces émotions dans les décisions d'investissement. Pour rebondir sur ce que tu dis, je crois qu'il y a une interview célèbre entre Jeff Bezos et Warren Buffett. Et donc Jeff Bezos a lu les livres de Warren Buffett et dit finalement tous vos conseils sont très simples à appliquer. Je les ai moi-même appliqués, ça a plutôt bien marché pour moi. Pourquoi pensez-vous que les gens ne les appliquent pas ? Et Warren Buffett lui a répondu parce que les gens ne veulent pas gagner de l'argent lentement. Ils veulent devenir riches rapidement, ce qui est souvent une erreur. Donc, mais je vous rejoins sur vos remarques. J'ai une question toute simple. À votre avis, justement, qu'est-ce qui différencie Bitcoin des autres crypto-monnaies ? Pourquoi c'est une erreur de se diriger vers les altcoins plutôt que d'aller directement vers Bitcoin, ce que tout le monde préconise ? Est-ce que vous pouvez répéter pourquoi, une fois de plus, il ne faut pas négliger Bitcoin ? Peut-être Alex ? Je commence ? Alors, évidemment, très bonne question. Alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai plutôt tendance à être ce qu'on appelle un Bitcoin maxi. Donc je préfère dire ça en préambule. Donc moi, j'ai tendance à dire que Bitcoin, aujourd'hui, c'est un actif dont l'utilité est déjà présente, dans le sens où, d'ailleurs ce sera l'objet de ma
présentation de tout à l'heure, où il y a effectivement 2 utilités qui existent aujourd'hui, à savoir la réserve de valeur, c'est-à-dire conserver la valeur de votre patrimoine dans le temps. Et la deuxième utilité, c'est justement le moyen de paiement, la monnaie et le paiement. Et aujourd'hui, dans plusieurs pays, et notamment le Salvador, qui a été le premier pays à déclarer Bitcoin monnaie légale, où on voit que l'utilité existe parce qu'elle répond à des problèmes spécifiques. Donc voilà en gros, et de toute façon je ne vais pas spoiler trop ma présentation de tout à l'heure. Et les altcoins, justement pour moi, sont encore dans une phase de promesse d'utilité. Et c'est, je pense, le principal problème. Et c'est justement à quel niveau de promesse justement les créateurs de ces cryptos vont aller pour convaincre des gens d'investir dans leur projet. Et qu'aujourd'hui, à mon sens, l'essentiel, voire la majorité, ou la grande majorité des cryptos n'ont pas encore démontré leur réelle utilité, alors que Bitcoin, justement, est utile pour les 2 raisons que j'ai citées juste avant. Voilà ma première partie de réponse. Ouais, moi, j'ajouterais à ça un critère peut-être plus objectif, même si la communauté crypto est toujours pleine de débats, c'est que Bitcoin, c'est non seulement la crypto-monnaie qui a la plus grande longévité, mais c'est aussi celle qui a le niveau de décentralisation le plus poussé. Parce qu'on ne sait toujours pas qui a créé Bitcoin, et donc il n'y a pas une espèce de figure tutélaire comme ça qui pourrait influencer très largement le protocole, comme ça peut être le cas pour d'autres grandes crypto-monnaies qui sont, pour certaines d'entre elles, relativement décentralisées. Et sur Bitcoin, il y a vraiment une décentralisation, notamment technique et de gouvernance, qui est beaucoup plus poussée que sur les autres crypto-monnaies. Et le fait de limiter l'influence d'une personne ou d'un petit groupe de personnes sur une crypto-monnaie, ça la rend beaucoup plus résiliente et beaucoup plus pérenne. Et donc c'est ça qui, pour moi, fait la vraie différence entre Bitcoin et toutes les autres cryptos. Oui, et puis du côté juridique, parce que du coup, je suis l'avocat de la table ronde, ce que vous avez dit, ça fait une grosse différence. D'un côté, on a quelque chose dont la valeur repose en fait sur ses caractéristiques propres. De l'autre, on a quelque chose qui repose dont la valeur repose sur les efforts d'une équipe qui va être coordonnée et qui peut avoir des intérêts qui sont totalement divergents des vôtres. Et donc ça fait une différence qui peut avoir un impact sur la qualification de ce que vous achetez. Et ça a une caractéristique majeure, c'est que vous ne pouvez pas être arnaqué par le protocole Bitcoin. Donc c'est une différence quand même significative. La robustesse et la neutralité de Bitcoin sont beaucoup plus éprouvées que celles de tous les autres altcoins. Et on peut parler aussi d'immaculée conception, souvent à propos de Bitcoin. J'ai déjà entendu parler de ce terme. Et c'est vrai que la création de Bitcoin relève beaucoup plus d'un procédé altruiste que ce qu'on va retrouver dans les autres shitcoins, où on va retrouver une motivation très, très opportuniste. Et voilà, ce n'est pas les mêmes raisons qui ont poussé Bitcoin à être créé que ces alternatives en général. J'ai oublié de vous poser une question essentielle, hein, évidemment, c'était le petit moment confession intime. Donc bien sûr, on va faire la part belle à Bitcoin, mais est-ce que vous avez connu la tentation des shitcoins ? Je peux commencer si vous voulez. Moi, je suis un shitcoiner impénitent, donc j'ai commencé avec Bitcoin. J'ai fait 10 ans de shitcoinerie. Les résultats sont mitigés. Donc à l'heure actuelle, j'aurais préféré ne pas avoir cette science profonde des shitcoins. Mais voilà, est-ce que vous avez eu cette tentation ? Moi, je l'ai connue. J'ai du mal à m'en extraire. Alors, je vais commencer. Mais déjà, je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce qui, toi, t'avait poussé finalement à aller dans la shitcoinerie. Mais j'ai d'abord perdu mes bitcoins. J'ai commencé par Bitcoin en des temps très avantageux, hein, il y a 12 ans de ça. Et j'en ai perdu une partie, l'immense majorité sur Mt. Gox, donc, dans la plateforme de marché de Marc Harpelès. Et donc c'est dans une volonté, dans un revenge trading, une volonté de se refaire insensé, ce qui n'a fait qu'empirer les pertes. Et après, par la patience et l'acharnement, alors j'ai aussi eu des moments glorieux dans les shitcoins, c'est-à-dire qu'on peut gagner quand même en jouant au loto avec acharnement, on peut avoir un ticket gagnant ou deux de temps en temps, mais le bilan des choses est que la réalité, de mon cas personnel, si j'avais acheté du Bitcoin et que j'en étais resté là, que je l'avais sécurisé de façon fiable, j'aurais eu des résultats financiers bien meilleurs et un gain de temps aussi. Extrêmement conséquent parce que j'ai passé beaucoup de temps à explorer le marais. C'est intéressant et d'ailleurs ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure où c'est finalement tes émotions qui t'ont guidé et pas ta rationalité. Et donc après, pour répondre à ta question, effectivement moi
j'ai eu une mini-expérience de la shitcoinerie qui n'a pas duré très longtemps parce que la seule autre crypto que j'ai acheté, c'est de l'Ether. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans le monde des crypto-monnaies, les deux principales donc, sont Bitcoin qui aujourd'hui pèse 60% du marché total des crypto-monnaies, donc ce qu'on appelle la Bitcoin dominance. Et effectivement, il y a tout le reste, donc les altcoins, dont la principale d'entre elles est Ethereum. Et effectivement, à l'époque, il y avait énormément de promesses liées à Ethereum. Et c'est là où on peut débattre de l'utilité de ces promesses. Est-ce que justement les créateurs aujourd'hui d'Ethereum du coup, ont toujours la même doctrine? Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines, il y a un des développeurs Ethereum Core qui justement a déclaré qu'aujourd'hui Ethereum malheureusement n'était pas arrivé au bout de ses promesses et qu'aujourd'hui c'était principalement utilisé à faire du trading ou justement ce qu'on appelle des outils ou des applications qui permettent de faire des flash loans. Donc en fait on est dans une sophistication financière qui finalement n'est pas du tout mainstream, qui va concerner simplement vraiment des spécialistes et des gens qui sont très compétents dans ces domaines financiers très sophistiqués. Mais finalement, l'utilité de l'Ether, pour moi, encore aujourd'hui, n'est pas démontrée, même si je ne sais pas si potentiellement un jour, ça pourra être le cas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'un des principaux développeurs d'Ethereum en est arrivé à cette conclusion-là. Voilà. Après, c'était mon expérience dans la shitcoinerie. Donc j'ai un peu encore d'Ether qui traînent dans mon bag. Tu es pardonné. Moi, honnêtement, très peu aussi. Moi, je suis arrivée dans la crypto par plus envie de monter une entreprise que par pure curiosité pour les cryptos. En fait, très honnêtement, je cherchais un sujet porteur, voilà, pour monter une boîte. Et c'est après que je me suis intéressée au fond du sujet. Et donc, j'ai pas vraiment eu le temps ni l'envie d'aller m'intéresser à tous les altcoins du marché. Donc, j'ai acheté du Bitcoin, j'ai aussi acheté de l'Ether parce que c'est la plus connue, la deuxième. Mais j'ai pas du tout eu d'expérience de fouille dans des altcoins. Mais c'est vrai que j'ai manqué à tous mes devoirs et j'aurais dû te présenter. Tu as quand même donc tu as ce parcours d'entrepreneuse et tu as aussi accompagné les entrepreneurs dans l'écosystème crypto, me semble-t-il. J'ai monté une boîte de conseil spécialisée dans la crypto en 2015, que j'ai revendue en 2021 à KPMG. Donc j'ai accompagné pas mal de boîtes, à la fois des grandes boîtes et des boîtes crypto. Et là, depuis cette année, je travaille pour Deblock, qui propose un compte courant avec un portefeuille crypto. Tu es quand même un témoin privilégié de cet écosystème. Tu as pu voir les motivations de chacun et leur réalisation. Alexandre. Ma réponse sera après la même que Claire et je pense que c'est le principal conseil qu'on va donner. C'est qu'à défaut de temps pour faire mes recherches, pour checker les tokens, pour rentrer dans les détails, je ne me suis pas tellement aventuré sur des choses que je ne connaissais pas. Mais bon, c'est la même chose que pour n'importe quel investissement, que ce soit des actions ou des montres, ou peu importe. En fait, mon principe est de me dire que si je ne connais pas la chose, bon, j'y vais pas. Bon, mais je vous félicite parce que vous avez été plutôt sage dans la shitcoinerie et aujourd'hui vous êtes sur cette scène. Donc comme quoi peut-être qu'on peut aussi s'en sortir sans nécessairement aller explorer les shitcoins. On reste pauvre mais on est content. Ce que le marché donne, le marché peut reprendre, particulièrement dans les shitcoins, attention. Et l'autre sentiment que j'ai observé, c'est-à-dire que quand quelqu'un arrive aujourd'hui dans les crypto-monnaies et s'intéresse à Bitcoin, il a souvent le sentiment d'arriver en retard. C'est-à-dire que chacun sait que Bitcoin a été lancé gratuitement, on pouvait en acquérir en minant avec son CPU sur un ordinateur, on pouvait en accumuler, mais ça c'était dans les temps anciens, c'était aux alentours de 2009-2010. Ensuite, on sait tous que ça a valu $1, ça aux alentours de 2011. Bon, aujourd'hui, on tourne aux alentours de $60 000. On se dit, mince, c'est passé de $1 à $60 000. Peut-être que j'ai raté le train. Et je pense que ce phénomène de rattrapage est aussi, j'arrive trop tard, je vais prendre plus de risques, faire des folies dans les shitcoins et je rattraperai le temps perdu. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est pas trop tard. Je pense qu'on est au début de Bitcoin, que ça existe que depuis 15 ans et que c'est fait pour exister pendant des décennies, voire des siècles. Donc, on est plutôt au début qu'à la fin. Mais comment vous raisonneriez ces gens-là qui ont le sentiment d'avoir raté le coche? Moi, j'ai envie de donner le regard de l'autre côté, donc de quelqu'un qui est dans Bitcoin et les cryptos depuis assez longtemps. Et c'est vrai que moi, je vois toujours la même chose selon les cycles. C'est-à-dire que quand le prix du Bitcoin est bas,
Toutes les personnes débutantes que j'ai en face de moi me disent ah non, mais c'est plus la peine, ça vaut plus rien ton truc. Et puis une fois que ça remonte, ils me disent ah bah en fait c'est trop tard maintenant. Et donc il n'y a jamais de bon moment pour acheter. Souvent c'est des personnes qui finalement n'ont pas tellement envie d'y aller, ont peur de sauter le pas, et donc elles cherchent des excuses en disant le prix est trop bas, le prix est trop haut. Donc moi, mon conseil, ça va être le même que celui dont j'ai parlé tout à l'heure avec mon kiné, hein, c'est juste d'acheter régulièrement, comme ça vous lissez le risque. Mais c'est vrai que si vous cherchez un investissement qui va vous permettre de faire x100 en 3 mois, bah, c'est pas Bitcoin. Là, je pense qu'on peut se le dire, on peut tous espérer ensemble, mais honnêtement, c'est pas Bitcoin. On voit sur Bitcoin que la tendance est haussière à long terme, mais cette hausse, elle n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des moments où le cours va baisser, il va remonter, etc. Et donc, si on investit dans Bitcoin, il faut vraiment le voir comme une épargne, certes risquée, mais de long terme, où on va investir un petit montant régulièrement pour voilà, diversifier son patrimoine comme on le ferait avec n'importe quel autre actif. Je te rejoins. Jonathan, peut-être. Oui, alors après, pareil, c'est vrai que c'est toujours la même chose, où en gros, nous, on voit chez Stackinsat, et merci d'ailleurs Claire, parce que finalement, elle a fait la pub de Stackinsat, parce que c'est exactement notre métier, où on conseille aux gens d'épargner sur du Bitcoin sur un intervalle régulier, donc à la semaine ou au mois. Donc évidemment, je ne peux qu'aller dans ton sens. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup, même parmi nos clients, certaines personnes qui finalement sont arrivées suite justement à des mauvaises expériences en shitcoinerie. Donc ça arrive aussi. Mais globalement, et pour reprendre ta question, les gens effectivement ont toujours finalement cette méconnaissance de Bitcoin ou des cryptos en général, en disant voilà, lorsque c'est bas, c'est le bon moment, et lorsque c'est haut, c'est trop tard. Et c'est pour ça que les gens ont malheureusement tendance à s'orienter vers des shitcoins, enfin des cryptos, pour avoir cette espérance de gain élevée. Donc souvent, ce genre de personnes commencent par des montants relativement petits. Peut-être que justement avec l'adrénaline, et ça on en parlait en off tout à l'heure, ça va les motiver à investir davantage, et ça va justement en fait provoquer chez eux des émotions, encore une fois, qui vont être plutôt négatives, et leur faire perdre beaucoup d'argent. Moi, j'ai deux adages qui me font penser à ce que vous dites. C'est le premier en anglais, c'est time in the market, beat timing the market. Donc, ce qui veut dire, je le massacre en anglais évidemment, mais c'est le temps passé sur le marché est plus performant que d'essayer de timer le marché, c'est-à-dire que d'essayer de rentrer au bon moment. Finalement, c'est un peu une quête impossible, et la solution, c'est souvent d'y entrer progressivement et d'y rester longtemps. Et une des erreurs des nouveaux entrants, c'est ce court-termisme qui est souvent néfaste. Hein. Et voilà. Et l'autre adage, je me souviens plus, mais c'est en fait, il faut être long terme. C'est souvent ça. L'autre adage, c'est que les gens ont tendance à surestimer ce qu'ils sont capables de faire en 1 an et à sous-estimer ce qu'ils sont capables de faire en 10. Et en fait, c'est extrêmement vrai pour Bitcoin notamment. C'est-à-dire qu'on se dit tous que ça ne va pas monter beaucoup dans l'année qui vient, mais que savez-vous de ce que Bitcoin va faire dans les 10 ans? Ça peut être une question aussi que je vous poserai après. Donc moi, je suis très optimiste dans les 10 ans. Là, on va venir au dur du sujet, c'est-à-dire qu'on a vu les différences entre Bitcoin, les altcoins. Quand ça se passe mal, quelles arnaques? Moi, j'aimerais un petit point sur les arnaques. C'est un des propos. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans les altcoins, notamment, parce que Bitcoin, on sait tous que c'est pas une arnaque. Et la difficulté quand on s'éloigne de Bitcoin, c'est qu'on peut aller, en allant dans le marécage, on va tomber évidemment sur des projets viciés. Peut-être un petit point juridique sur les arnaques. Je sais pas, Alexandre, qu'est-ce que tu as eu l'occasion de voir? Oui, alors c'est super varié, et ça peut concerner indirectement Bitcoin, parce qu'il y a des arnaques toutes simples où en fait les gens vous vendent des Bitcoins qui n'existent pas. Donc là, ça va être des arnaques aux fausses plateformes, et c'est peut-être l'arnaque la plus simple et celle qu'on rencontre le plus vite quand on rentre dans ce secteur, parce que la première question quand on rentre, c'est comment en acheter. Peut-être que tu y reviendras un peu, Claire, mais c'est la première arnaque. Et c'est extrêmement courant. Il y a un nombre incalculable de sites qui vendent de fausses cryptos, en fait, qui vendent rien, hein, qui prennent votre argent et qui le gardent, hein, généralement. Donc ça, c'est la première arnaque à éviter. C'est évitable avec plein de précautions, en checkant les mentions légales, en checkant le site, en évitant tout démarchage, en vérifiant le statut réglementaire de la plateforme. Il y a tout un tas de mesures qu'on pourra détailler ensuite pour s'en prémunir.
Donc ça peut concerner indirectement Bitcoin. Ensuite, on a des arnaques qui vont... Ensuite, en fait, on a un spectre de l'arnaque, parce qu'en crypto, on parle beaucoup de scam pour désigner aussi bien des projets qui échouent que des projets qui s'inscrivent dans un cadre frauduleux. Donc, il faut vraiment différencier le scam au sens crypto de l'arnaque au sens du droit pénal. Et sur ce spectre, en fait, il y a deux critères principaux qui vont être la transparence et l'intention frauduleuse. Donc, on va trouver au début du spectre du scam crypto des projets qui sont potentiellement bien intentionnés, mais qui vont manquer de transparence parce qu'ils ne vont pas expliquer la distribution du token, parce qu'ils ne vont pas expliquer que l'équipe a gardé 80% des tokens, que finalement le token n'aura aucune utilité, que la feuille de route qui a été promise ne va pas être respectée. Ce qui est bien intentionné, mais pas tant que ça du coup quand même. En tout cas, au moment où la promesse est faite, elle peut être faite de bonne foi. Enfin, parfois elle est faite de bonne foi, ça peut déraper. En tout cas, c'est un spectre différent du pur scam avec une intention frauduleuse au sens pénal. Et on l'a vu, il y a eu des affaires récentes qui ont été jugées en France où des personnes ont modifié des smart contracts ou ont trafiqué des smart contracts de manière à ce que ça aboutisse à une perte totale pour les utilisateurs. Ils n'ont pas été condamnés. En tout cas, pas pour escroquerie, pas pour vol. Ils ont été condamnés pour pratique commerciale trompeuse. Et donc, c'est pour ça que je parle de transparence. C'est que quand on n'a pas une intention frauduleuse dès le départ, quand le but du projet n'est pas de vous faire les poches, en gros, l'escroquerie, l'arnaque, au sens légal du terme, n'existe pas. Et pour toi, une pratique commerciale trompeuse n'est pas une arnaque? Juridiquement, non. C'est pénalisé de manière totalement différente. Les peines de prison sont beaucoup plus inférieures et les peines d'amende aussi. C'est une infraction, mais ce n'est pas une arnaque. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y a un spectre dans la gravité de l'arnaque. Si la personne est totalement transparente et que le projet échoue, parce que c'est possible d'investir dans une société qui émet des tokens comme des actions et de perdre tout son argent. Dans ce cas-là, si la promesse a été faite de bonne foi et que les éléments communiqués étaient suffisants et pas trompeurs, ce sera difficile de reprocher quoi que ce soit au projet, même si vous avez perdu de l'argent. Il y a le bon scam et le mauvais scam. Il y a le scam qui prend 5 ans de prison et le scam qui prend 6 mois de sursis. C'est moche. Donc mais je te remercie pour ce point parce que ça donne en fait un encadrement réglementaire et législatif du scam. Et donc, il y a différentes conséquences pour le scammer. Pour le scammer, quelle est la conséquence? Elle est la même pour la personne qui s'est fait arnaquer? Pour le scammer, la conséquence, elle peut être aussi différente parce que quand on est sur de la pratique commerciale trompeuse, on peut reprocher au projet d'avoir fait perdre une chance d'éviter l'investissement et donc l'indemnisation qui peut être obtenue, elle ne sera pas aussi importante que si on est dans le cadre d'une escroquerie où là, l'indemnisation sera totale. Donc pour le scammer, ça fait également une différence. On n'est pas dans la même logique et on n'est pas dans la même échelle de gravité sur le plan pénal. Et ça peut se comprendre parce qu'un projet qui vend un peu trop de rêves et qui tait des informations qui peuvent être considérées comme fondamentales, on peut comprendre que ce soit moins grave que quelqu'un qui organise un réseau pour voler les gens. Et c'est tout le sens du droit pénal. On a une échelle dans la gravité. Mais je trouve que ce que dit Alex, c'est intéressant aussi sur un autre plan, c'est que moi j'entends souvent des gens qui vont dire à la télé, par exemple, que la crypto c'est le Far West et que c'est pas régulé. Et je pense que c'est important qu'on dise là que la crypto en France et en Europe d'ailleurs, c'est un secteur qui est régulé. Avec des normes, avec des labels, des licences à aller chercher, et que par exemple, une plateforme qui vous vend de la crypto, elle doit aller demander un statut particulier auprès de l'autorité des marchés financiers. Tu le mentionnais tout à l'heure. Et donc, il y a une première manière d'éviter une arnaque quand vous voulez ne serait-ce qu'acheter du Bitcoin, c'est de vérifier si la plateforme sur laquelle vous achetez ce Bitcoin est bien référencée dans la liste de ce qu'on appelle les prestataires de services sur actifs numériques de l'autorité des marchés financiers. Donc là-dessus, tout est transparent. L'AMF a un site web avec cette fameuse liste. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier quand même assez rapidement et qui permet de se prémunir d'un certain nombre d'arnaques. Voilà. Donc je pense c'est important de le dire, et tu as mentionné aussi le fait que même s'il n'y a pas de loi spécifique sur la crypto, si vous vous faites scammer, évidemment, il y a des recours possibles
ne serait-ce qu'en regardant les lois existantes dans le secteur financier, par exemple. Oui, bien sûr, il y a plein de recours. Et là, on parlait des arnaques faites par les émetteurs de tokens, en quelque sorte. Évidemment, il y a tout un tas d'arnaques qui sont finalement classiques, qui peuvent concerner autre chose que les cryptos, mais ce qui se fait beaucoup en crypto, ça va être les arnaques type phishing, qui résultent en fait initialement d'une fuite de vos données personnelles. C'est arrivé à plusieurs sociétés. Des sociétés perdent vos données dans la nature. Des escrocs peuvent en déduire que vous avez des cryptos. Et là, vous allez être sollicité par tout un tas de prestataires différents qui vont vouloir votre bien pour en fait prendre toutes vos cryptos. Donc ça, c'est une arnaque qui peut être simple à éviter en gardant en tête que en matière de crypto, un acteur légitime vous sollicitera jamais pour vous faire acheter des cryptos. Donc si vous avez un coup de téléphone, si vous avez un message Telegram, si vous avez un SMS, peu importe, si quelqu'un vous sollicite pour acheter des cryptos, généralement, il vaut mieux pas en acheter. Je te remercie parce que je voulais en venir là. Je vous félicite, vous nous avez fait peur avec les arnaques. Vous nous avez aussi donné des pistes pour les éviter. Et le sujet suivant, c'était quels sont les red flags. Donc là, vous en avez donné quelques-uns. La sollicitation, très mauvais signe. Peut-être ne pas avoir les accréditations. Ce que tu disais, c'est pas bon. Moi, j'ajouterais aussi les promesses de rendement. Si vous avez un projet qui vous dit genre revenu garanti 30% par mois, je dis n'importe quoi, mais, et que ça vous paraît énorme et irréaliste, c'est très probablement parce qu'ils vendent du vent. Dans le meilleur des cas, ils y croient et ils essayent de vous vendre du rêve. Dans le pire, c'est carrément une arnaque. Mais dans les deux cas, il ne faut pas mettre votre argent dedans. Je te remercie pour cette mention parce que moi, effectivement, ces recherches de rendement insensés m'ont fait faire des folies et j'ai rarement eu les rendements affichés. En fait, plus le rendement est élevé, plus il y a du risque. C'est assez simple à savoir. Donc, il y a peut-être des projets qui peuvent vous proposer des rendements de 30%, mais avec un risque qui est forcément énorme. Donc s'ils vous le promettent, c'est qu'ils sont de mauvaise foi. Oui. Il y a aussi des rendements irréalistes. Promettre des 1% ou 2% par jour de rendement en Bitcoin, moi, je ne suis pas sûr que ce soit même possible. Donc ça, c'est vraiment gros red flag. Et puis c'est un red flag aussi parce que c'est interdit de le faire. Donc si la personne le fait, c'est que bon, elle s'affranchit un peu des règles. Donc a priori, c'est pas forcément pour votre bien. Et en plus des rendements, il y a aussi, et je le remarque, parce que, bon, je fais une petite digression, mais moi je suis fiscaliste et je remplace mon associé qui est spécialisé en contentieux, qui s'appelle Romain Chili, qui est très bon là-dedans. Mais en consultation fiscale, j'ai parfois des clients qui viennent me voir pour me demander comment doivent être déclarés leurs gains, alors qu'en fait, ils sont dans une arnaque et ils ne s'en sont pas encore rendus compte. C'est moche. Là, c'est assez délicat. Donc, on y reviendra sur les recommandations, mais en tout cas sur les red flags. Et là, je l'ai vu récemment, il y a la complexité du projet. Souvent, on a tendance à se dire, bon, c'est de la blockchain, c'est incompréhensible, c'est normal que je ne comprenne pas. En réalité, dans la plupart des projets, tout est compréhensible quand le projet est réel, quoi. Tout est explicable de manière simple. Si le projet est trop complexe, si ce qui est expliqué part dans tous les sens, ça peut être aussi un gros red flag. Alors, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Petite réaction dans le sens où, à mon sens, la crypto qui n'est pas Bitcoin a souvent quand même une sophistication et une ADN du projet qui est quand même un peu complexe, à mon sens. Donc de résumer ça à ça, je ne suis pas sûr que ce soit forcément juste dans tous les cas. Et pour revenir à Bitcoin, effectivement, Bitcoin c'est très simple. Encore une fois, Satoshi Nakamoto, lorsqu'il a créé Bitcoin, il a écrit un livre blanc, alors où il y a quelques formules mathématiques, mais globalement c'est finalement relativement simple. Et alors, peut-être que tu veux réagir, Benoît, mais moi j'aimerais aussi revenir sur justement les ICO. Parce que justement les ICO pour moi ça a été justement en tout cas la mode dans les années 2017 et aujourd'hui justement on voit que toutes les ICO 2017 il y a plus de 90% de ces ICO qui aujourd'hui n'existent plus ou justement ont une valeur proche de zéro. Alors il y a évidemment les red flags dont Claire vient de parler, mais il y a aussi quand même justement ce côté justement complexe où les gens se sont dit c'est très compliqué, je comprends rien, donc je vais investir parce que c'est révolutionnaire, parce que je ne sais quelle promesse.
Donc c'est pour ça quand même qu'il faut souvent revenir aux bases, et en tout cas il faut toujours comprendre dans quoi on investit. Ça c'est la base. On est d'accord. Moi, je vous rejoins sur la complexité artificielle. Il y a souvent les buzzwords. Le grand classique dans les scams, c'est il y a des tendances. En ce moment, ça sera certainement l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va fleurir dans tous les projets de crypto-monnaie et autres douceurs. Donc, on voit du métavers, des choses. Il y a vraiment des tendances et c'est une complexité artificielle. Par contre, Bitcoin peut être considéré. L'idée de Bitcoin est simple. La réalisation est technique. Hein. Donc, voilà, ça dépend ce qu'on veut savoir. C'est sûr, mais là vous allez voir tout à l'heure la présentation de Yorick, je ne sais pas s'il est dans l'amphithéâtre, qui va vous présenter une introduction à Bitcoin, et vous allez voir, franchement, n'importe qui peut comprendre Bitcoin. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme Google. Alors Google, c'est extrêmement sophistiqué, parce que vous doutez bien qu'il y a des milliers d'ingénieurs qui travaillent sur l'amélioration du système de Google, sauf que vous, en tant qu'utilisateur, finalement, vous ne voyez pas la complexité de ce qu'il y a derrière, et pourtant, l'utilité et l'usage de Google est extrêmement simple. Donc la technologie doit s'effacer au profit de l'usage. Oui, la complexité, c'est pas tellement dans le côté technique, parce que je pourrais pas expliquer techniquement comment fonctionne Bitcoin. C'est plus, en fait, si vous comprenez pas, en demandant à la personne à quoi sert le token, il y a un problème. Ok, mais moi j'ai vu des arnaques avec un concept très simple. Hein. C'est un bot de trading qui fait des Oui, c'est rendements un red flag, hallucinants. bien sûr. C'était facile à comprendre, mais c'était faux. Moi, je vous rejoins, donc je suis très bien. On a vu un petit peu de réglementaire, on a vu différentes typologies de scam, on a vu un petit peu comment s'en prémunir. Moi, j'aimerais en venir à la réponse individuelle, parce que je trouve qu'il y a quand même une part de responsabilité individuelle. Bitcoin offre plus de liberté financière à ceux qui l'utilisent, mais être libre de ses investissements et de son argent suppose d'être un peu plus responsable. Moi-même, j'ai perdu de l'argent de façon très différente. Je me suis fait arnaquer quelquefois, mais la plupart du temps, j'ai fait le con. Donc, l'immense majorité, hein, je dirais 90% du temps où j'ai perdu de l'argent, ce n'était pas nécessairement une arnaque, c'est tout simplement que j'ai été idiot. Donc voilà, quelles sont les préconisations pour ne pas être idiot dans les cryptos, quelles sont les bonnes pratiques et les erreurs à éviter? Les bonnes pratiques. On en a déjà parlé un peu, hein, mais... Oui, on en a déjà parlé un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de conseils de bon sens. C'est pas se précipiter. C'est vrai que moi, je vois beaucoup de gens qui parfois veulent investir très vite dans un projet parce qu'un ami, un influenceur, quelqu'un sur Telegram les pousse très rapidement à investir dans un projet. Et donc, moi, je dirais, faites attention. Si on vous incite à la précipitation, c'est peut-être qu'il y a anguille sous roche. Donc voilà, là-dessus, faites attention. Et après, en termes de gestion de la crypto, une fois que vous avez acheté du Bitcoin, peut-être, pourquoi pas, d'autres crypto-monnaies, je dirais qu'il y a une gestion saine de son patrimoine crypto à avoir. C'est-à-dire peut-être diversifier les plateformes, ayez une partie qui est confiée à une plateforme et une autre que vous détenez dans ce qu'on appelle la self-custody, donc que vous détenez vous-même. Chez Desblocs, par exemple, on propose un compte courant et un portefeuille dont vous êtes le seul à vraiment posséder les clés et donc à avoir accès à vos cryptos. Et donc, essayez de varier un petit peu les endroits où vous détenez les cryptos pour ne pas avoir tout à un endroit. Je trouve que c'est toujours mieux, ça permet de prévenir les risques. Et renseignez-vous bien aussi sur les acteurs auxquels vous faites confiance pour gérer vos cryptos. Encore une fois, cette fameuse liste blanche sur le site de l'AMF. D'autres conseils de bon sens? Moi, je vais compléter ce que vient de dire Claire et ce que tu as dit toi tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a une forme de responsabilité dans Bitcoin à avoir, une responsabilité individuelle. Contrairement en fait au système financier traditionnel qui est donc centralisé, c'est-à-dire que vous devez faire confiance à un tiers qui va conserver votre argent. Et pour citer un exemple d'escroquerie, c'est celle de FTX, dont vous avez probablement entendu parler, donc qui quand même, je crois, alors j'ai plus le chiffre exact, mais je crois autour de 10 milliards, je crois, même un peu plus, me dit Claire, où là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est effectivement les clients d'FTX ont fait confiance en la plateforme pour finalement conserver leur argent, enfin leur crypto en l'occurrence. Il se trouve que malheureusement, FTX était dirigé par un escroc qui s'amusait avec l'argent de ses clients, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui fait que du jour au lendemain, la société a été déclarée en faillite et l'intégralité des clients de cette plateforme, du coup, ont perdu leur argent. Société immatriculée aux Bahamas, donc avec peu de recours en plus pour ses clients. Voilà, et donc, et ça c'est la puissance de Bitcoin, et je dirais des cryptos en général, c'est que vous avez la possibilité de ne pas faire confiance à cet intermédiaire
et à être vous-même votre propre banque et donc à conserver vos bitcoins dans un wallet et justement éviter d'avoir la dépendance de la conservation de vos actifs à un tiers. Donc ça, je dirais que c'est peut-être la base. Après, effectivement, malheureusement, l'être humain a tendance à être un peu, je dirais, feignant, dans le sens où il n'a pas envie de se prendre la tête, il connaît le système bancaire, ça a toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que je fais confiance à une banque qui va conserver mon argent. Dans le Bitcoin, c'est un peu différent et il faut vraiment, je pense, avoir cette rigueur de tout simplement enlever ces Bitcoins des plateformes et de détenir soi-même ces Bitcoins au travers de wallets. Voilà. Ça, c'est un de mes conseils. Alors, ok, j'ai compris, et c'est un bon conseil, évidemment. Donc, le risque provient de ne pas savoir ce que l'on fait, dixit Warren Buffett. Ceci dit, c'est facile à dire, mais c'est un petit peu plus compliqué à mettre en pratique. C'est-à-dire que quand on débute, comment s'éduquer, par où commencer? Est-ce que vous avez des recommandations? Donc, on a vu un petit peu, une des premières questions, c'était comment en acheter, effectivement, parce que pour participer à cette révolution, il faut bien en posséder. Donc, c'est quand même, voilà, il y a cette phase d'en acheter. Où s'éduquer, à quel sein se vouer? Parce que les bonnes personnes comme les mauvaises vont vous donner des conseils. Hein. Déjà, j'ai envie de dire, venez à Surfing Bitcoin tous les ans. Ce serait ma première réponse, mais je vais laisser mes collègues répondre. Vous pouvez faire de la pub, il n'y a pas de souci. Non, alors c'est vrai qu'en 2015, je me souviens, pour le coup, il y avait très peu de contenu en ligne, donc on s'est formé sur le tas en allant rencontrer des gens dans l'écosystème Bitcoin. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de livres qui existent. Alors, je fais de la pub pour ma paroisse, puisqu'il y a une seconde édition de mon livre qui sort cette semaine, qui s'appelle Bitcoin et crypto-monnaie facile. On ne parle pas que de Bitcoin, mais on y parle beaucoup de Bitcoin quand même. Mais vous avez aussi beaucoup d'autres livres. Je sais qu'ils en distribuent un d'ailleurs à l'entrée à Surfing Bitcoin. Il y a aussi beaucoup de vidéos désormais. Alors là, on a assisté à un reportage qui déjà vous donne un premier niveau d'acculturation. Si vous voulez creuser Bitcoin plus spécifiquement, il y a aussi un reportage d'Arte qu'on avait d'ailleurs projeté dans une précédente édition de Surfing Bitcoin qui s'appelle Le Mystère Satoshi, qui est très bien à visionner également. Donc voilà, vous avez beaucoup de ressources en ligne. Le site bitcoin.fr aussi est très bien fichu. Donc voilà, n'hésitez pas à plonger dans toutes les ressources que vous trouvez sur Internet et normalement, vous trouverez votre bonheur. Alexandre, d'un point de vue législatif et réglementaire, est-ce qu'il y a des ressources aussi que tu recommanderais, puisque c'est ton domaine d'expertise? Et que c'est aussi une angoisse des gens. Hein, oui, non, mais Claire en a parlé. En fait, pour tout ce qui est plateforme d'échange, en France, on a une liste blanche en fait, sur le site de l'autorité des marchés financiers, où vous pouvez regarder la centaine d'acteurs autorisés à fournir des services sur actifs numériques, c'est-à-dire de la conservation d'actifs pour votre compte ou de l'achat-vente. Et bientôt, vous aurez en fait l'équivalent qui sera obligatoire pour les émetteurs de tokens. Aujourd'hui, les émetteurs de tokens n'ont pas l'obligation de passer devant le régulateur. Dans quelques mois, ce sera le cas et il y aura une liste blanche avec tous les émetteurs autorisés à émettre un token. Et donc, on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la transparence finalement. Aujourd'hui, la transparence, elle est imposée par le droit de la consommation, par des normes un peu générales. Dans quelques mois, avec l'entrée en vigueur de la réglementation européenne, on aura une transparence imposée par un texte dédié aux crypto-monnaies qui imposera aux émetteurs d'expliquer très clairement un certain nombre de caractéristiques du token et du projet. Donc ça, c'est des ressources qui peuvent être utiles voilà, quand on veut s'assurer de la fiabilité de nos acteurs. D'ailleurs, ça me fait penser, moi, sur le côté transparence, il y a un sujet évidemment média. Moi, je suis un cofondateur du Journal du Coin. Et une des bonnes pratiques aussi dans les médias, c'est de signifier si le contenu est sponsorisé ou pas. Ça, c'est un bon conseil pour les gens quand même. Distinguer les contenus en fait qui ont été rémunérés, qui n'ont pas nécessairement la même objectivité, même s'ils peuvent être qualitatifs, ça ne n'empêche pas, mais que d'autres types de contenus. Donc ça, c'est vrai que quand on se renseigne, regardez ce genre de mention. Sinon, on a un glossaire. Nous, on met à jour un glossaire qui, lui, est parfaitement neutre et bénévole, donc n'hésitez pas à le consulter. J'ai une dernière petite question, donc du coup pour vous, qui est un peu plus casse-gueule, ça sera votre pronostic de fin de table. Pensez-vous que les gens vont vous écouter? C'est-à-dire que est-ce que les gens vont se tourner vers Bitcoin un peu plus ou pas? Le meilleur indicateur, tu en as parlé, c'est la Bitcoin dominance, c'est-à-dire c'est les parts de marché de Bitcoin relatives aux altcoins. Il me semble que historiquement, ça a longtemps tourné autour de 90%, c'est-à-dire que Bitcoin représentait 90% du marché. Il y a eu quelques frénésies, quelques fureurs à
ma grande époque notamment, qui est dans les shitcoins, qui avait aussi, je ne sais plus jusqu'à combien on est tombé, peut-être 30%. 30%. Si on est tombé à 30, ouais. 30%, donc c'était 90, donc c'était vraiment, Bitcoin était roi, a longtemps été roi, on a presque eu peur qu'il se fasse détrôner. Là, on assiste à une remontada de Bitcoin qui récupère sa couronne et son titre, et d'ailleurs c'est plutôt bon signe. Est-ce que vous pensez que ça va continuer, cette remontada de Bitcoin vis-à-vis des je veux être Bitcoin? Alors moi, cette question, évidemment, je vais dire oui. Alors après, je ne sais pas si Bitcoin va tendre vers 100%, en tout cas, je l'espère. Mais pour moi, il n'y a pas de doute dans le sens où, encore une fois, je vais revenir sur l'utilité. Bitcoin répond à un vrai problème, un problème qui est d'ordre mondial. Et pour moi, évidemment, Bitcoin a un potentiel extraordinaire. Alors, je vais évidemment aller dans le pronostic parce que j'imagine que tu as ta question. Mais effectivement, on peut très facilement se dire que dans les 5 prochaines années, on peut aller taper les 200-300K. Pour moi, c'est clairement quelque chose qui est envisageable. Et aller jusqu'à, pourquoi pas, lorsque Bitcoin aura le statut d'étalon monétaire mondial, qui est ma conviction personnelle, pourquoi pas aller chercher le $1 million. Et ça, c'est dans 20, 30, 40 ans, 50 ans. Je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, il a le potentiel pour y arriver. Et je te remercie pour cette prédication, ça me fait très plaisir. C'est pas un conseil en investissement. Et ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais moi, je vais répondre à ta question. Est-ce qu'on pense que les gens vont écouter les conseils? Je pense qu'il y a un truc important, c'est que peu importe les conseils qu'on donne, il y aura toujours des gens qui se feront arnaquer. En fait, on remarque au cabinet que voilà, les escroqueries, ça concerne tous les profils, en fait. De la personne la plus aguerrie à la personne la plus novice. Donc, un point important à garder en tête, c'est que voilà, ça peut arriver à tout le monde. Si ça vous arrive, faut pas avoir honte. Faut essayer de le réaliser le plus vite possible, faut pas être trop dans le déni trop longtemps pour éviter trop de frais. Et il y a un aspect positif des cryptos quand même, parce qu'on a parlé beaucoup des risques, c'est que contrairement au système bancaire traditionnel, on est dans des contextes qui sont assez ouverts, les blockchains sont publiques, les flux peuvent être tracés de manière assez efficace. Et on a un deuxième élément qui est positif. En France, on a beaucoup de plateformes d'échange, parmi les plus grosses, avec le plus de liquidité. Et généralement, les produits de l'escroquerie classiques se retrouvent sur ce type de plateforme et peuvent être, dans certains cas, récupérés. Donc voilà, c'est important de garder ça en tête parce que peu importe les conseils, peu importe la cupidité des gens, tu parlais de responsabilité individuelle, on peut en parler longtemps, ça n'empêchera pas les gens de se faire escroquer et voilà, il y a quand même des recours possibles. Claire. Bon, tu as raison. Après, j'espère qu'on a quand même été utile dans cette table ronde et qu'on a pu faire passer un certain nombre de messages sur ce que tu disais sur la Bitcoin dominance. Moi, j'essaye de pas trop raisonner uniquement en Bitcoin dominance parce que c'est vrai que dans les périodes où le marché est très très haut, le marché crypto global, on peut se retrouver avec une dominance de Bitcoin qui est relativement faible. Tout simplement parce que les altcoins ont pris énormément de valeur. Ça ne veut pas dire que Bitcoin est moins puissant et moins fort parce qu'il a une market cap, donc une capitalisation qui reste quand même assez haute. Donc finalement, le but pour moi, c'est pas que Bitcoin fasse 100% du marché crypto, pas du tout. C'est plutôt qu'il continue à démontrer sa solidité, sa résilience, que son prix continue d'augmenter de manière proportionnelle à sa valeur. On n'a pas forcément besoin que Bitcoin ait une valeur qui soit démultipliée dans les semaines qui viennent. C'est vraiment plutôt une question de long terme qu'il faut viser là. Okay, je te remercie. Je me permets un petit mot de la fin parce que moi, figure-toi, sur ce point de la dominance, je rejoignais Jonathan. Je pense que l'erreur des débutants, moi, ça sera mon mot de la fin, c'est de négliger Bitcoin. Il ne faut pas négliger Bitcoin parce que Bitcoin est là pour perdurer, rester des décennies, peut-être des siècles. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir. On se donne rendez-vous dans 1000 ans, alors que la plupart des altcoins probablement vont disparaître. Et donc c'est vraiment un jeu risqué. C'est-à-dire que c'est dommage de ne pas acheter quelque chose qui est là pour durer, alors que les autres la plupart sont voie péricliter. Donc ne négligez pas Bitcoin. Voilà, ça sera mon simple mot de la fin. Mais merci beaucoup. Quelques petites questions quand même, je pense, rapidement. Allez, vous avez droit à quelques questions. C'est Jonathan qui l'a dit, il vous accorde. Si jamais, après, peut-être qu'on a été très clair, mais peut-être qu'il y a des questions. Alors, attends 2 secondes. On t'amène le micro. Oui, j'ai une petite question. Pourquoi, Jonathan, vous accordez pas d'importance à tout ce qui va être
smart contract, l'utilité que peut avoir les projets autres que Bitcoin, dans tout ce qui va y avoir propriété intellectuelle ou traçabilité de produits, dans d'autres domaines, ou pour faire du financement participatif, ou plein de choses plein de projets qui pourraient permettre de décentraliser les services habituels. Alors, merci pour cette question. Et pareil, je vais toujours répondre par l'illustration. Alors, pour ce qui est du financement participatif, on peut dire que l'équivalent, ce sont les ICO, peut-être. C'est ce à quoi tu fais allusion. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, ce type de financement aurait pu paraître comme révolutionnaire lorsqu'il a été lancé. Et je pense que la promesse initiale était assez révolutionnaire, encore une fois. Mais dans les faits, aujourd'hui, on voit que l'immense majorité des ICO, finalement, ne valent plus rien. Et peut-être que le cycle de financement tel qu'il existe aujourd'hui, à savoir le financement, moi je suis CEO de Stackinsat, et dans le private equity, on a finalement des niveaux et des stades d'investissement, où en gros, au début, lorsque le projet démarre, c'est plutôt du love money, après on arrive vers du business angel, après on se spécialise vers des plus gros fonds d'investissement, etc. Je pensais pas à ça, je pensais plutôt, par exemple, pour investir dans de l'immobilier, si on n'est pas capable nous-mêmes d'acheter un appartement ou n'importe quoi, je veux dire de pouvoir acheter 1 euro ou 10 euros d'immobilier, je veux dire plus des utilités par rapport à ça, ou associer un produit de luxe, par exemple, à un token pour pouvoir éviter de la contrefaçon, ou par exemple, je sais pas, utiliser un NFT pour mettre toutes les données d'une voiture d'occasion au moment où on l'achète. Enfin, je veux dire, pourquoi vraiment être maximaliste autant avec le Bitcoin encore une fois, parler, encore une fois, alors après, malheureusement pour vous, en fait, le marché vous a donné tort, parce que tout ce qui est NFT, évidemment, aujourd'hui, on voit un petit peu le résultat, donc je ne vais même pas en dire davantage. Et après, pour revenir sur la partie qui pour moi est importante, sur la traçabilité. Après, effectivement, moi j'ai mon biais, hein, tout le monde ne sera pas d'accord peut-être avec cet avis. On parle depuis, je crois, 2015 ou 2016 de la traçabilité. Je ne sais plus, Claire, peut-être toi tu... Oui. Je me souviens, on a écrit les premiers articles dessus en 2016. Voilà, donc si tu veux, en gros, et alors moi pareil, je ne vais pas citer de boîte, mais je connais plusieurs entrepreneurs qui se sont lancés sur ce marché. Encore une fois, la promesse était alléchante, révolutionnaire. Le fait est qu'aujourd'hui, depuis 2015 ou 2016, finalement, il y a assez peu de projets qui ont percé sur ce domaine-là. Mais après, peut-être que vous pouvez nuancer. Je peux expliquer pourquoi. Il y a une des raisons qui est quand même liée au manque de maturité technique aussi de certains protocoles. La raison principale de l'échec de la grande majorité de ces projets de traçabilité, c'est tout simplement que dans l'écrasante majorité des cas, on pouvait faire sans blockchain. En fait, on pouvait faire des bases de données centralisées. C'était beaucoup plus simple, beaucoup moins cher, beaucoup moins compliqué d'un point de vue gouvernance. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de traçabilité via des blockchains, mais en fait, on est quand même sur des technos qui sont faites pour gérer du transfert de valeur, du paiement. Et donc, vouloir faire de la pure traçabilité sans paiement sur blockchain, c'est un peu essayer de mettre des ronds dans des carrés. Et puis, mon humble avis, c'est que d'un côté, avec Bitcoin, on a quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. De l'autre, on a des projets qui visent à améliorer l'existant en le rendant plus efficient, mais existant quand même. Donc il y a quand même une différence de portée dans le projet qui est assez importante. Moi, je ne suis pas aussi maximaliste que Jonathan, mais quand même, je te rejoins sur un aspect, c'est que le cas d'usage de la monnaie, changer la monnaie, c'est changer le monde. Et pour moi, c'est vraiment le cas d'usage principal, c'est une profondeur de marché qui est énorme. L'humanité cherche depuis des millénaires une monnaie saine, une civilisation qui a une bonne monnaie ou une qui ne l'a pas, ça entraîne un destin tragique pour des milliards d'individus. Et donc, la proposition d'offrir à l'humanité une meilleure forme de monnaie, pour moi, elle est majeure. En dehors de ça, il y a d'autres cas d'usage, mais ils sont beaucoup plus périphériques. C'est-à-dire que la traçabilité, c'est cool, mais ce n'est pas une révolution sociétale majeure comme pourrait l'être l'avènement d'une monnaie incorruptible, comme serait Bitcoin. C'est vraiment quelque chose qui peut transformer la société pour toujours. Il y aura un avant et un après Bitcoin. Et donc, dans ce sens-là, c'est sûr que c'est le projet phare
Voilà. Et à titre personnel, mais évidemment, comme j'ai cette fascination du shitcoin, je le pratique depuis des décennies, moi, ce que je recommande, c'est une stratégie barbell. C'est-à-dire que l'erreur des nouveaux entrants, c'est qu'ils vont aller à fond à 100% sur les shitcoins. Ça, c'est quand même un petit peu insensé. Alors que moi, ce que je préconise, c'est 80 à 90% de Bitcoin. Et ensuite, on se garde un petit grain de folie. Voilà, 10-20% qui ne marcheront probablement pas, mais qui font du bien, qui fournissent l'adrénaline que nous cherchons tous. Mais il faut voilà, le faire avec parcimonie. Sinon, voilà. Merci. Une question devant, le micro. Non, en fait, moi, c'était juste pour rebondir un peu sur la question précédente. Du coup, donner mon avis, je pensais que du coup, pourquoi pas aller sur la traçabilité. Je pense qu'on peut aller du coup sur tous ces projets-là, sur la blockchain Bitcoin, qui est quand même maintenant beaucoup plus robuste, beaucoup plus décentralisée que sur d'autres blockchains qui sont parfois plus centralisées ou sur des proof of stake, etc. Et tous ces projets peuvent être montés sur la blockchain Bitcoin, comme on a vu avec les Ordino et ces choses-là. Mais du coup, ce serait plus intéressant du coup, d'aller sur la blockchain Bitcoin plutôt que sur d'autres blockchains qui marcheraient moins bien. Et j'ai envie de dire, pour compléter ça, vendredi matin, il y a justement une table ronde sur un des sujets majeurs de Bitcoin, c'est sa scalabilité. Et effectivement, d'ailleurs, un de nos partenaires, Starkware, est en train de travailler justement sur l'amélioration de cette scalabilité. Donc, j'espère que peut-être vous serez là ou pas pour ce débat-là, mais ça fait partie des promesses. Alors, on ne sait pas si Starkware va y arriver, mais ce serait intéressant, en tout cas, que Starkware s'intéresse à ce layer 1 qui est Bitcoin, pour justement créer par-dessus et faire d'autres choses, mais avec la solidité et la robustesse de Bitcoin. Bitcoin évolue, effectivement. Je suis le maître du temps. Nous avons peut-être le temps pour 2 questions extrêmement rapides. Une, c'est sûr. 2 maximum. Alors, devant, je vois encore. Ah, après, il y avait au milieu. Désolé, en fait, je vois rien du tout. Et nous pourrons répondre à l'extérieur aussi aux okay. questions des retardataires. Alors, ça va être rapide. C'est pas vraiment une question. Déjà, je voulais vous remercier pour cette journée. Je pense que c'est hyper intéressant d'avoir ouvert au public non initié. Je ne sais pas si le public non initié a tout compris parce qu'il y a quand même un vocabulaire à s'approprier. Donc, j'espère qu'ils auront quand même compris les grandes lignes. Mais moi, ma question là, c'est ce que a fait la mairesse tout à l'heure par un petit sondage. Moi, j'aimerais bien savoir dans la salle qui possède aujourd'hui du Bitcoin et faire un petit sondage parce que je trouve ça quand même intéressant pour voir les gens qui sont ici. Voilà. Faisons-le. On a quand même une majorité de gens. Hein, je crois. Bah, en fait, on va plutôt poser la question inverse. Qui n'en a pas? Ouais. Et ben voilà. Sans Bitcoin et sans shitcoin ou only shitcoin? Qui n'a que du shitcoin? Ah. Voilà. Courage. Bon, en tout cas, merci merci pour cette question, parce qu'effectivement, ça nous donne un aperçu de l'audience. Dernière question. Alors, je ne sais pas qui... Monsieur au milieu, là-bas. Oui, mais j'ai déjà le micro. Ah ben, je ne vous vois pas. Ah ben voilà. Allons-y. Dernière question. Ben voilà, très bien. Juste une petite remarque, pourquoi exagérer toujours avec le shitcoin? Il y a le bitcoin et les altcoins. Là, c'est un biais qui est trop voyant, quoi. Alors que moi, j'aime bien tes émissions, je te regarde des fois sur Internet, non, mais là, tu exagères. Bon, mais c'était pas ça la question. C'est une taquinerie. Je suis d'accord avec toi qu'il y a tout à fait des altcoins respectables. Et comme la question précédente, il peut y avoir des altcoins qui peuvent éventuellement avoir quand même aussi un intérêt, autre que simplement, comme on fait là, que de rentrer sur le marché, comme si on voulait... on n'arrête pas de dire acheter. Non, en fait, on investit. Donc, le Bitcoin, il a cette fonction d'investissement. Ça, c'est un fait. On aime le Bitcoin, ou on aime avoir des Satoshi, parce qu'on n'en est pas comme avoir des Bitcoins, mais au moins un certain nombre de Satoshi. Et moi, je voudrais dire, pour toutes les personnes qui sont ici et qui vont peut-être passer le cap, comment donner confiance quand on se rend compte qu'avec tous les mouvements depuis que BlackRock est rentré avec les ETF et qu'on voit cette concentration de détenteurs du Bitcoin qui sont de plus en plus importants, qui sont les ETF, qui sont le gouvernement des États-Unis, qui sont Grayscale, qui sont MicroStrategy. Il y a la Chine, mais bon, c'est peut-être le qui n'est pas dans le classement. Et on voit qu'en fait, les 10 plus gros concentrateurs, c'est pas un bon mot, mais de Bitcoin, sont aux États-Unis. En même temps, on voit que sont américains en tout cas. On voit que beaucoup de minages se retrouvent concentrés aux États-Unis.
de le farming. Donc, est-ce qu'il n'y a pas le risque que, nous, on aime bien cette idée de décentralisation, mais là, est-ce qu'on n'insiste pas quelque part à une concentration qui peut peut-être à terme être néfaste au projet même de Satoshi Nakamoto? Enfin, vous avez un très bon point. Il y a plusieurs niveaux de concentration ou de centralisation dans le protocole Bitcoin. Tout à l'heure, on parlait de décentralisation plutôt sur le plan technique et sur le plan de la gouvernance, mais cette centralisation financière, elle existe indéniablement, puisque là, vous parlez de BlackRock, mais on sait aussi que certaines entreprises ou certains gouvernements détiennent beaucoup de Bitcoin. Certaines plateformes aussi centralisent ce qu'on appelle la custody, donc la détention des Bitcoins. Donc oui, c'est clairement un point de vulnérabilité. Maintenant, on n'est pas non plus sur une concentration qui serait problématique et dangereuse pour le réseau Bitcoin. Mais vous avez raison de le pointer, parce que plus Bitcoin est concentré sur le plan, on va dire, de la custody, plus c'est dangereux. Et ce qu'on aime dans Bitcoin, c'est justement sa décentralisation. C'est pour ça que tout à l'heure, et Jonathan le faisait aussi, on recommande plutôt de détenir ses Bitcoins soi-même et de ne pas systématiquement le laisser sur des plateformes qui le détiennent à votre place. Donc votre point est très juste. Je serais peut-être moins alarmiste que vous sur le constat, mais la seule chose qu'on puisse tous faire pour lutter contre ça, c'est simplement de détenir nos Bitcoins nous-mêmes. Merci Claire, je vous remercie. Et pour le reste des questions, nous vous invitons à nous rejoindre à l'extérieur et à continuer le débat. Merci encore. Merci.